Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième édition de Z-Actu. L'objectif de cette émission est de présenter et d'analyser succinctement l'actualité pertinente de tous les jours qui, comme on le sait tous, n'est pas forcément bien mise en avant par les médias traditionnels. En fin d'émission, nous ferons également un tour des actualités du mouvement Z-Guest, ainsi que des groupes activistes qui opèrent dans une direction similaire. Notez que vous pouvez retrouver toutes les sources de l'actualité et les liens utiles dans le descriptif de la vidéo, classé par ordre chronologique. Tout de suite, Z-Actu mondiale. Google veut lire nos emails. En effet, selon un brevet déposé le 2 mai, le géant de la recherche en ligne travaillerait sur un système capable de scanner les documents et emails afin d'y détecter la présence de phrases ou d'expressions pouvant poser des problèmes juridiques. Un principe qui pose des questions de confidentialité, mais qui pourrait intéresser tout particulièrement les entreprises désireuses de protéger au mieux leurs secrets internes. La France se dote d'un système centralisé d'interception des données téléphoniques et Internet. C'est le groupe Thales Big Brother français qui est en charge de ce nouveau système de surveillance, estimé à l'origine à 17 millions d'euros, mais qui en coûtera finalement 43. Grâce à ce projet, les dépenses du budget de justice ont doublé, passant de 55 à 106 millions d'euros en 2011. La France investit donc dans des systèmes de surveillance coûteux, tout en faisant face à des problématiques de dette plus que perverses. Se pose alors la question, qui aura accès au système de surveillance? A priori le groupe Thales, or celui-ci étant lui-même sous le coup de plusieurs enquêtes, qui donc surveillera les surveillants. Ces deux informations démontrent une fois encore que la liberté sur Internet est de plus en plus menacée, comme l'avait déjà signalé TZM en janvier 2012, suite à la fermeture de Megaupload. L'Occident va perdre plus de la moitié de sa prépondérance économique d'ici à 2030. Un rapport de la CIA souligne l'importance et la rapidité du déclassement occidental qui s'annonce. La part des pays occidentaux dans l'économie mondiale passera de 56% aujourd'hui à 25% en 2030. La principale conséquence s'illustrera dans les difficultés à venir des États-Unis et ses alliés à assumer le rôle de gendarme du monde. Ces prédictions sont tout à fait pertinentes, notamment quand on regarde les chiffres économiques qui sont tombés dernièrement en Europe. Les pourcentages de variation du PIB par rapport au même trimestre de l'année précédente sont négatifs. La Hongrie ainsi que l'Allemagne perdent 0,3%, la France 0,4%, l'Espagne 2%, Chypre 4,1% et la Grèce 5,3%. D'ailleurs, c'est officiel, la France est en récession, après un recul de 0,2% au premier trimestre 2013 et un repli de 0,2% au quatrième trimestre 2012. L'économie française va d'ailleurs de mal en pis, puisque la production de PSA Peugeot Citroën et de Renault en France a chuté de 32% au premier trimestre pour tomber à environ 350 000 véhicules. Calculé par unité de consommation, c'est-à-dire en tenant compte de la taille du ménage, le porte-monnaie des Français s'est contracté de 1,5% en 2012. Au premier trimestre, les ventes de nouveaux programmes dans l'immobilier ont encore dévissé de 6,9% par rapport à la même période un an plus tôt. Cela n'a pourtant pas empêché la Société Générale, le Crédit Agricole et BNP Paribas de publier leur rapport sur la politique de rémunération de leurs collaborateurs. À L3, ces banques ont versé 1,2 milliard d'euros de rémunération variable. Seule nouvelle positive, TF1 est tombé dans le rouge au premier trimestre 2013, avec une perte nette consolidée de 4,5 millions d'euros, une contre-performance qui l'a conduit à réviser à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel à 2,5 milliards d'euros. Une grande victoire pour le temps disponible du cerveau humain. Rappelons que toutes ces données économiques interviennent alors que la France n'a pas encore pris de mesures d'austérité fortes. Et que se passerait-il si c'était le cas? Eh bien c'est simple. Allons faire un tour du côté de l'Espagne qui a vu au mois de février 2013 son taux de chômage de la population totale s'établir à 27% et a dépassé le seuil des 60% chez les jeunes contre 54% en mars 2012. À Chypre, le FMI a souligné des risques inhabituellement élevés en raison de la faiblesse de son secteur bancaire qui justifierait l'application de mesures d'austérité. Eux-mêmes qui avaient précédemment affirmé que l'austérité n'était pas une bonne solution. Plus alarmant encore, l'économiste Thomas Meyer établit que les 4 pays les plus enclins à connaître des difficultés dans la zone euro sont donc Chypre, l'Irlande, le Portugal et la France. Nous serions même plus proches d'une crise financière que la Slovénie, pourtant fortement pointée du doigt dernièrement. Pendant ce temps, une troisième affaire de manipulation a été mise en lumière par les autorités depuis le début de la crise financière. En effet, la Commission européenne questionne « A-t-on manipulé la fixation du prix du pétrole ?» Rappelons que les deux autres manipulations concernaient le taux de référence sur le marché interbancaire et le taux de référence sur le marché des swaps. De même, l'État de Californie a déposé une plainte contre la banque JP Morgan Chase qui l'accuse d'avoir escroqué des dizaines de milliers de détenteurs de cartes de crédit. Nous en sommes donc toujours au même stade depuis le début de la crise en 2007. Les banques font ce qu'elles veulent, c'est le peuple qui paie et les politiciens ferment les yeux. Quand comprendra-t-on que c'est le système dans sa globalité qu'il faut remettre en question si on veut trouver des solutions pertinentes et efficaces?
Des solutions, certains en ont trouvé. Des petits génies du net ont réussi à dérober près de 45 millions de dollars à des banques du Golfe au cours de 2 opérations de piratage en ligne en 2012 et 2013. Un braquage sans armes ni violence, même si la plupart d'entre eux se sont fait attraper. Bonjour à tous et bienvenue dans Z Stupide. Si l'esclavage de masse n'est plus inhérent à une ethnie ou un profil d'individu en particulier, il ne s'est pourtant jamais autant développé qu'à notre époque moderne. En effet, doté d'un visage d'agneau, l'esclavagisme industriel moderne inclut à présent des humains de toutes nationalités, de toutes les couleurs ainsi que des deux sexes. Que vous soyez chinois, indien, africain, jaune, noir, blanc, homme, femme ou enfant, tout le monde est concerné. À une époque où l'actualité ne cesse de démontrer les ravages multilatéraux découlant de cet état de fait, ne serait-il pas temps pour nous, tributaires de ce système, d'en prendre pleinement conscience pour ainsi trouver des solutions efficaces plutôt que de cultiver l'apathie et de s'apitoyer sur son sort ? Créer chez soi un objet en 3 dimensions, c'est désormais possible puisque plusieurs fabricants commercialisent des imprimantes 3D à destination du grand public. Malheureusement, l'une des premières idées d'utilisation émanant de l'esprit de l'homme est des plus regrettables. En effet, baptisé le Liberator, cette arme de calibre 380 est entièrement composée de plastique, excepté le clou qui sert de percuteur. Les parents pourront désormais construire des armes chez eux, les offrir à leurs fils de 5 ans qui tueront malencontreusement leur petite sœur. Bien joué. Retour au Far West dans le Nord. Des riverains de Villeneuve-d'Ascq, excédés par la hausse des cambriolages qu'ils imputent à l'installation récente d'un camp rom non loin de chez eux, ont décidé de court-circuiter la police et de mener la traque eux-mêmes. La Voix du Nord révèle ainsi qu'ils ont placardé dans leur quartier des photos de 2 jeunes aperçus dans les parages et soupçonnés d'être les voleurs. Cela fait maintenant 2 semaines qu'on entend parler de cette affaire concernant Abercrombie & Fitch. Mike Jeffries, le patron de la marque, a décidé de ne plus produire de modèles femmes au-delà de la taille 38. L'homme n'en est pas à son premier scandale. Son credo étant de n'habiller que des gens riches, beaux et cool. L'ironie du sort est qu'il se voit désormais vêtir les plus démunis grâce à l'initiative de Greg Carber, qui invite la population à réagir à cette discrimination via un clip ayant déjà dépassé les 4 millions de vues dans lequel il encourage vivement les internautes à faire don de leurs vêtements Abercrombie & Fitch. Cosmétiques atomiques. Les chercheurs de l'école de santé publique de Berkeley ont testé 32 différents types de rouge à lèvres et de gloss que l'on trouve en général dans les allées des magasins de cosmétiques. Ils y ont détecté un grand nombre de métaux, cadmium, aluminium, manganèse ou chrome, qu'on a plus l'habitude de voir cités pour la fabrication des batteries que de cosmétiques. Ces métaux sont présents en quantité suffisamment importante pour alerter les chercheurs sur un possible problème de santé. Dioxines toxiques dans nos rayons. La télévision publique suédoise SVT a mis en cause l'importateur français Pêcherie Nordique qui a reconnu avoir fait entrer en France du saumon suédois pêché en mer Baltique avec des niveaux de dioxine supérieurs aux limites autorisées. Dans le documentaire de SVT, François Guissol dit que le saumon suédois s'est retrouvé dans les rayons d'enseignes comme Carrefour. SVT cite Intermarché comme autre acheteur. Baignade interdite. TEPCO, l'exploitant de Fukushima, souhaite rejeter des dizaines de milliers de tonnes d'eau hautement radioactive dans l'océan Pacifique. Mais les pêcheurs japonais s'y opposent farouchement, craignant, à juste titre, un désastre environnemental. Coucou à tous, bienvenue dans Z Culture, rencontre avec un paysan sans frontières. Depuis fin mars, le documentaire Pierre Rabhi, Au nom de la terre, expose le parcours d'un homme ayant voué sa vie à la nature. Pionnier de l'agroécologie, il dépollue les terres françaises et d'ailleurs, inculquant au mieux sur son passage des valeurs saines de partage et d'amour. Autant qu'il ranime la vie des terres les plus asséchées, ce film est un concentré d'initiatives positives, rafraîchissantes dans un environnement où le consumérisme domine. En parlant de ça, sortira en salle début juin The Bling Ring de Sofia Coppola, qui dépeint une génération du bling où la popularité est un but de vie à part entière. Inspiré librement d'un fait réel, on suit le parcours d'un groupe de jeunes qui, face à leurs difficultés financières, débutent une série de cambriolages organisés de maisons de célébrités telles que Paris Hilton. Se pose alors la délicate question. Qui du people outrancier ou du fan envieux est responsable des débordements de l'autre? La revue Hey, fondée par Anne et Julien, couple atypique venant du spectacle de rue, donne la parole aux artistes musiciens, peintres, performeurs et autres de tout horizon. Une exposition leur est consacrée en ce moment même et jusqu'en août à la Halle Saint-Pierre à Paris. On y trouve des artistes cotés, des artistes peu connus, côte à côte. Pas de discrimination élitiste ici. Côté activisme local, les idées qui ont germé en Bourgogne vis-à-vis des incroyables comestibles se sont propagées en Languedoc-Roussillon, plus précisément à Uzès, où le coordinateur régional Zguest a participé au rassemblement organisé le 4 mai 2013 par Colibri. Il incite d'ailleurs toutes les personnes motivées et intéressées à le rejoindre pour se bouger localement. Sur le même sujet, la coordinatrice Bourgogne a mis en ligne un article où elle détaille toutes les étapes qui lui ont permis d'arriver à créer une dynamique locale
autour d'incroyables comestibles, à partir de rien, puisqu'elle était seule à la base. Nous vous invitons à aller le consulter afin de vous en inspirer. Côté site internet, les outils régionaux ont été repensés. Trello a été remplacé par un forum dédié aux branches locales. Les membres connectés sur le site peuvent ainsi échanger et s'organiser de manière plus efficace afin de monter des actions locales. Comme il vient tout juste d'être créé, il est encore assez vide, mais nous comptons sur vous pour venir le faire vivre. Les autres outils régionaux n'ont pas changé. Il y a la liste des membres pour trouver les gens inscrits autour de chez vous et le groupe Facebook local. Côté linguistique, nous recherchons des traducteurs pour plusieurs raisons. Traduire des articles scientifiques du site international Z-News, créé par le mouvement, pour pouvoir ensuite les publier sur notre propre plateforme d'actualité francophone. Traduire des articles du blog international Z-Guest, qui sont parfois très pertinents pour qu'on les publie également de notre côté en français. Et traduire le guide d'orientation activiste, qui a été partiellement publié par l'international. Enfin, côté Z-Actu, vous avez sûrement constaté que le format initial présenté dans la précédente vidéo a pas mal évolué. En effet, une équipe d'environ 6 personnes s'est montée afin de réaliser ce projet. Nous espérons que vous appréciez les changements, et si jamais il y a des personnes motivées pour faire les sous-titres en anglais, nous serions heureux qu'elles nous contactent afin qu'on puisse avoir une portée internationale. C'est l'activisme d'hiver. Dans la précédente vidéo, nous vous avions parlé de la grande chaîne humaine qui était prévue pour le 11 mai 2013. Et bien main dans la main sur 25 km, le défi a été relevé. La chaîne humaine a encerclé la zone du futur aéroport pour la placer symboliquement sous protection populaire. Ils étaient 12 000 selon la préfecture, jusqu'à 40 000 selon les organisateurs. Les opposants au projet se donnent de nouveau rendez-vous le 3 et 4 août prochain à Notre-Dame-des-Landes pour un grand festival. Nous vous avions également parlé de l'initiative citoyenne européenne pour un revenu de base inconditionnel en Europe. Et bien aussi incroyable que cela puisse paraître, un appel dans ce sens a été diffusé sur France Inter dans l'émission Là-bas si j'y suis. Le 18 mai 2013, c'est-à-dire au 55e jour sur 299, 39 216 personnes ont déjà signé officiellement cette initiative. Ça reste encore peu sur le million demandé pour janvier 2014, mais cela montre qu'il y a quand même un fort intérêt pour le sujet. N'hésitez pas à aller la signer. Le 25 mai, c'est la journée internationale contre Monsanto. Ce jour-là seront organisées à travers le monde des marches pour protester et manifester contre cette société. À Marseille, le rendez-vous est fixé à 14h au Réformé, en haut de la Canebière. À Strasbourg, rassemblement symbolique à 14h devant le Parlement européen. À Paris, un sitting est prévu de 14h à 18h, normalement place du Trocadéro. D'autres événements sont sûrement prévus dans d'autres villes de France, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Nous rappelons que l'actualité est très lourde concernant directement ou indirectement Monsanto. La Cour suprême américaine a confirmé la condamnation d'un agriculteur poursuivi par Monsanto pour avoir replanté des graines de soja OGM sans payer de royalties. Une nouvelle loi proposée par la Commission européenne veut rendre illégal le fait de faire pousser, de reproduire ou de vendre des semences de végétaux qui n'ont pas été testées, approuvées et acceptées par une nouvelle autorité, l'Agence européenne des variétés végétales. L'Argentine, appelée le grenier du monde, compte aujourd'hui presque 24 millions d'hectares de cultures transgéniques, soit plus que la superficie totale de la Grande-Bretagne. Mais les Argentins commencent à se soulever et à se révolter contre les OGM et les pesticides qui rendent malades et tuent. Toujours dans le même domaine et pour finir sur une note positive, les principes de l'open source s'étaient déjà propagés à des domaines relativement éloignés du logiciel, comme celui de l'open hardware ou de l'open design, mais le projet de l'Open Source Seeds propose un modèle de contrat pour placer les graines sous licence libre. À première vue, l'idée peut paraître assez incongrue, car on voit assez mal ce que les semences peuvent avoir en commun avec les logiciels. Mais il faut savoir que les variétés végétales peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle, que ce soit par le biais de certificats d'obtention végétale en Europe ou de brevets aux États-Unis. Les organismes génétiquement modifiés peuvent également être protégés par des brevets déposés par de grandes firmes comme Monsanto, dont les agissements soulèvent inquiétude et protestations. Une forme de copyleft vert est-il possible pour que les graines demeurent des biens communs? La question mérite en tout cas d'être posée. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, nous espérons que cela vous a plu et que vous nous suivrez de manière régulière. N'hésitez pas à partager, restez connectés et n'oubliez pas, soyez le changement.